Bienvenue à toutes et tous. Cette première rencontre professionnelle sur le thème de la santé au travail. Comment assurer la protection des employés dans les milieux culturels ? Par quels outils prévenir les mécanismes qui portent atteinte à notre santé au travail ? Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, un podcast coproduit par FCMA, Artos, Pedzi et Sonart, 4 acteurs culturels majeurs des professions du spectacle en Suisse romande, associés autour d'un programme commun poursuivi tout au long de l'année 2021. En jeu, en 5 sessions organisées dans des salles de concert fameuses de Neuchâtel ou d'Yverdon, de Fribourg ou de Genève, identifier, comprendre et anticiper les problèmes liés à la santé rencontrés par les professionnels du spectacle dans notre territoire. Programme inédit donc inauguré le 18 mai dernier, c'était au Rocking Chair de Vevey, le RKC. Et pour ce premier stop, Maître François Gillard, membre de l'Ordre des avocats vaudois, et Mathieu Aubrist, président d'Artos, vous ferez chacun une conférence autour des accidents du travail, dont nous offrons ici un résumé lors de rencontres organisées avec eux au lendemain de leur intervention à Vevey. De la santé au travail en milieu culturel, épisode 1, à toutes et tous. Bienvenue dans ce podcast présenté par, rappelons-le, FCMA, Artos, Pedzi et Sonart, réalisation Chahut Média. Alors bonjour à toutes et à tous, je vais me présenter quand même un petit peu plus amplement pour que vous ayez une idée un petit peu de mon profil. Donc je suis avocat au barreau depuis une vingtaine d'années à peu près. Et puis en parallèle, si j'ai un petit peu la fibre de la sécurité au travail, c'est parce que je fonctionne comme avocat conseil pour l'association professionnelle des maîtres de bain, ainsi que pour l'association professionnelle des dirigeants d'établissements de bain pour la Suisse romande LTES. Maître François Gillard, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre cabinet. Avec plaisir. On est à Mont-sur-Lausanne. Si on entre dans cet ancien appartement reconverti, on voit votre robe d'avocat. Oui. Alors, on s'est rencontrés hier 18 mai au Rocking Chair à Vevey, dans le cadre de la première session du programme Accident du travail, chaîne de responsabilité des solutions santé-sécurité. C'est son nom en entier. Pourquoi avoir accepté de participer à cette session ? Alors, je donne déjà des cours pour Artos, que ce soit des cours de recyclage ou des cours de base par rapport justement au tout le module sécurité et santé au travail. Et puis, effectivement, quand ils m'ont donné l'occasion de pouvoir participer à leur cycle de conférences, c'était pour moi un plaisir parce que c'est effectivement un domaine où j'ai un peu d'expérience puis un peu la passion, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que et je pense qu'on était finalement aussi assez complémentaires avec Monsieur Aubrist, vu que lui, il a plus l'angle SUVA et moi, j'ai plus les connaissances théoriques, oui. Et hier, durant votre présentation, appelons-la comme ça, vous avez dit « le droit du travail, c'est tabou ». Je veux bien que vous expliquiez. Alors, le droit du travail, c'est toujours délicat parce qu'on a des droits, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne veulent pas les exercer parce qu'ils ont peur des conséquences, évidemment. Tout le monde est conscient que quand on est trop exigeant dans une structure, à un poste de travail, eh bien, il peut s'ensuivre un licenciement. Donc c'est toujours finalement assez délicat. Et puis on le voit, dans certains cas, les gens vont jusqu'au bout, aidés souvent par des syndicats. Et puis, ils obtiennent la revendication et la défense de tous ces droits. Et c'est dommage de voir effectivement que dans 9 cas sur 10, les gens ne vont pas jusqu'au bout de la démarche et ça reste toujours quelque chose d'un petit peu flou, d'un petit peu caché, ou en tout cas de quelque chose qu'on préfère finalement pas aborder, au risque peut-être de réveiller le monstre qui dort, c'est-à-dire peut-être de provoquer l'accident qu'on espère justement ne jamais voir venir, simplement en n'en parlant pas, quoi. Dans le cadre de la préparation d'un événement, évidemment du point de vue de la sécurité, vous insistez sur un point, c'est planifier. Planifier, vous l'avez répété un certain nombre de fois hier. Je veux bien que vous expliquiez pourquoi c'est à ce point-là important de planifier. Le risque, il faut toujours l'anticiper, il faut toujours avoir une réflexion antérieure à tout événement, à toute structure, à toute organisation. Le risque, il se réalise, il se concrétise, et lorsqu'il arrive, c'est déjà trop tard. Le vrai travail, il est dans la réflexion, et on le voit en bout de course dans les différents cas jurisprudentiels où des personnes sont finalement condamnées comme responsables d'un événement suite à un accident. Eh bien, on voit que si elles sont condamnées, ces personnes, c'est à chaque fois on leur reproche parce qu'elles n'ont pas
réfléchi avant, qu'elles n'ont pas vu une problématique, un problème. Donc c'est fondamental de se préparer à l'avance, d'envisager l'ensemble des questions qui se posent, d'essayer de les résoudre. Alors peut-être on le fera faux, mais au moins on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir vu le problème au départ. Mais comment est-ce qu'on aborde cette analyse préalable des risques ? Est-ce qu'il existe, je ne sais pas moi, un mode d'emploi ou un canevas ? Alors oui, justement, vous pouvez obtenir auprès de la SUVA des exemples de checklists sur différents problèmes, sur différents risques que vous remplissez, puis qui vous donnent des pistes pour ensuite justement parfaire pour vous une solution, une organisation. Et puis, évidemment, c'est plus compliqué d'arriver à un concept général de sécurité, à une analyse préalable des risques complète. Et pour ça, je conseille effectivement de s'adresser aussi à des associations professionnelles ou à d'anciens collègues que vous avez qui sont dans d'autres structures, qui sont peut-être plus professionnalisées. C'est des personnes qui vous donneront les informations, qui vous montreront des exemples et puis qui vous aideront. Mais en fait, c'est une question finalement, il faut être humble. Vous pouvez très bien partir à zéro avec une feuille vierge, et puis du moment qu'il y a une réflexion avec suffisamment de personnes, vous allez forcément, de manière empirique, aborder tous les points, grâce aux checklists peut-être qui viendront vous enrichir votre réflexion. Petit à petit, vous allez le mettre sur papier. C'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. En fait, de toute manière, dès qu'on réfléchit à un spectacle, à une organisation, à un événement, on est déjà en train de faire cette analyse préalable des risques. Mais pour vous, ça doit passer par l'écrit. Oui, pour des questions de preuve, parce que effectivement, dans le domaine des juristes, dans le domaine des tribunaux, dans le domaine de la police et du procureur, évidemment, ce qui va les intéresser en cas d'accident dans un premier temps, c'est pas ce que vous allez pouvoir expliquer, ou vos amis et collègues, c'est ce qu'ils vont voir qui aurait été mis par écrit. C'est ce qu'ils pourront voir comme travail, documenté, prouvé. C'est pour eux une première base. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez rien, vous êtes perdu, non. Mais si vous n'avez rien par écrit, vous allez devoir tout démontrer, cas échéant, évidemment, par vos propres explications et par des témoins. Et puis, il y a une partie du travail qui sera beaucoup plus conséquente. Et c'est pour ça que pour des questions de preuve, c'est vraiment conseillé d'avoir tout cela couché par écrit et déjà prêt à disposition pour, si on doit se justifier par rapport à un inspecteur SUVA, par rapport à un inspecteur de police ou même déjà par rapport à son assureur. Parce que, rappelons-le, si vous faites un événement qui sort de l'ordinaire pour votre propre structure de spectacle, automatiquement, l'assureur, s'il n'est pas informé par écrit de l'augmentation du risque, il ne va pas vous couvrir pour cette augmentation du risque. Donc là, il y a aussi, par rapport à une couverture d'assurance, un réflexe à avoir qui est de formaliser les choses par écrit. Un dossier écrit de base et incontournable, et les témoins sont là plus en support, en appui pour compléter les choses. Maître François Gillard, il y a 2 concepts que vous avez posés hier et que vous avez longuement expliqués. En cas évidemment d'accident. Le premier, c'est les règles de la prudence. Le second, l'imprévoyance coupable. Est-ce que vous pouvez les détailler, les expliquer ? Alors, effectivement, pour juger dans un cas donné si on a effectivement une négligence de la part de quelqu'un, une négligence qu'on va qualifier de coupable, effectivement, on doit faire un raisonnement qui doit se baser sur des concepts objectifs. Et ce raisonnement-là, il s'appuie sur 2 éléments, qui est le premier élément, qui est les règles de la prudence. Les règles de la prudence peuvent découler d'une loi, d'une ordonnance, peuvent découler d'une norme, peuvent découler de pratiques, simplement, d'un standard de sécurité. Dans certains domaines, les associations professionnelles édictent des normes, et ces normes valent règles de la prudence. Sur les pistes de ski, vous avez les règles FIS. Il y a 8 règles d'or FIS qui disent le comportement que doit avoir un skieur, puis c'est sur la base de ces règles FIS, encore aujourd'hui, qu'en tant que skieur, si vous avez causé un accident, vous serez éventuellement condamné pour lésion corporelle par négligence. Là, c'est pareil. Dans le domaine du spectacle, vous pouvez vous retrouver effectivement avec une absence de règles pour suivant quel événement. Et là, ces règles de la prudence vont être codifiées en fonction justement de différentes règles qui sont issues de la pratique, qui sont issues d'un standard général de sécurité, qui sont issues de recommandations de la profession, voire même, quand on n'a aucune règle, le juge crée ces règles lui-même en fonction du comportement qu'on peut exiger, qu'on peut attendre de la part d'un bon père de famille.
Puis ensuite, il y a la notion plus subjective qui est celle de l'imprévoyance coupable. L'imprévoyance coupable, c'est qu'une fois qu'on a effectivement déterminé que toutes les règles de sécurité, c'est la première étape du raisonnement, n'ont pas été respectées, on doit se poser la question, dans un deuxième temps, de savoir si le fait de ne pas avoir respecté ces règles-là, dans un cas donné, pour une personne donnée, constitue un manquement qui n'est pas socialement acceptable et qui doit justement être sanctionné. Et l'imprévoyance coupable va tenir compte pour le professionnel en question, de sa formation, de ses compétences, de son profil et de son niveau finalement de qualification. Et c'est sur cette base-là, sur la base de ces deux critères, que le juge au final décide soit de condamner, soit au contraire de ne pas condamner. Par exemple, typiquement, c'est l'exemple que j'avais repris, pour l'organisation d'un événement, d'une manifestation en plein air, on va voir si la personne est déjà une professionnelle de la branche, professionnelle du spectacle, a les compétences ou pas, ou si c'est plutôt la personne qui se lance, un petit jeune qui n'a pas forcément l'expérience requise. On tiendra compte, on excusera chez lui une certaine inexpérience qui fait qu'on ne va pas au final peut-être retenir pour la même faute, dans le même cas, une imprévoyance coupable chez lui, alors qu'on la retiendrait chez un professionnel. Maître Gillard, comment se prémunir de tout accident? On a pu l'évoquer tout à l'heure en disant qu'il fallait déjà commencer par planifier. Et le cas échéant de tout problème juridique, s'ils ont tout de même lieu. C'est une question à laquelle vous avez répondu avec 2 points spécifiques. D'un côté, suivre l'évolution de la technique. Ça vous paraissait fondamental. Et l'autre point, c'était garder trace de l'évolution des mesures de sécurité au sein même de l'organisation. Alors, effectivement, vous trouvez de nombreuses bases dans les différents textes légaux, que ce soit effectivement l'assurance accident, que ce soit dans la loi fédérale sur le travail, vous trouvez les critères qui sont à respecter. Il y a plusieurs critères, il y en a même d'autres que ceux que vous venez de citer. Il y a celui de la proportionnalité aussi, parce qu'on ne peut pas exiger, face à un risque, de prendre des mesures qui seraient tellement extrêmes. Par exemple, mettre, par rapport à la surveillance d'un bassin, un surveillant par nageur, on peut évidemment pas exiger ça, parce que vous imaginez bien que le prix de l'entrée, il passerait à 1000 francs par personne. Donc, il y a un principe qui est celui aussi de la proportionnalité, c'est qu'il faut que ce soit raisonnablement exigible. On ne va pas exiger d'un employeur de prendre des mesures qui sont totalement disproportionnées sur le plan économique. Par contre, et c'est fondamental effectivement, au-delà de la planification, il faut être conscient que l'évolution de la technique aboutit à ce que petit à petit, il y a des choses qui évoluent, il y a des manières, ne serait-ce déjà que pour les gestes de premier secours. À un moment donné, on disait qu'il était absolument indispensable d'essayer d'écouter la respiration, de prendre le pouls. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait trop d'erreurs, donc on a évolué par rapport à ces règles et on n'a plus la même approche par rapport à un patient qui est à terre, s'il faut lui faire du massage cardiaque ou pas. Eh bien, justement, c'est essentiel de suivre cette évolution. Parce qu'on vous reprochera toujours d'avoir établi à un moment donné un bon programme, un bon concept de sécurité, mais de ne pas l'avoir fait évoluer et de ne pas avoir suivi cette évolution qui est constante dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la technique, des technologies qui n'étaient pas à disposition ou qui étaient trop compliquées, trop coûteuses, comme le défibrillateur, il y a de ça 30 ou 40 ans, ne le sont plus aujourd'hui. Et on voit effectivement de plus en plus, même dans les supermarchés, apparaître des défibrillateurs à disposition des personnes qui peuvent, même les clients, qui peuvent intervenir et tout de suite agir. Ce critère-là, il est indispensable, il est fondamental, et je crois qu'il faut s'y tenir, absolument. Oui. Responsabilité toujours, Maître François Gillard. Quels sont les devoirs pour un employeur vis-à-vis de son employé en matière de mesures de sécurité? Évidemment, on va parler de cahier des charges. Je dirais que par rapport à un employé qui n'est pas un chargé de sécurité, un chef de sécurité, un chef de projet, il y a des devoirs de protection de l'employeur qui s'étendent non seulement à sa sphère privée, intime, à son intégrité physique, sexuelle, mais enfin, d'une manière plus générale, l'employeur a un devoir de donner un budget suffisant à son chargé de sécurité. S'il délègue la compétence et le devoir d'assurer la sécurité au sein de l'entreprise
à une personne, un chef, à un cadre, eh bien, il ne faut pas qu'il lui donne simplement ce bébé tout nu, il faut qu'il puisse l'habiller, il faut donc avoir suffisamment de ressources, il faut avoir le temps, il faut avoir les compétences à disposition, et tout ça, ça passe effectivement par une définition claire des missions dans un cahier des charges, des ressources et des moyens à disposition pour cette personne. Si effectivement c'est votre cas, si vous faites partie de ces personnes qui ont cette responsabilité déléguée par l'employeur, il faut mettre les choses clairement sur papier, il faut déterminer ce que vous devez faire, jusqu'où vous devez le faire, qu'est-ce qui est dans vos tâches, qu'est-ce qui au contraire sera externalisé, par exemple la sécurité incendie, ça sera une entreprise tierce, mais enfin il faut que les choses soient claires. Pourquoi ? Eh bien c'est parce qu'une fois qu'un accident arrive, trop souvent, eh bien tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde rejette la responsabilité sur autrui, et là ça vous donnera à vous une garantie, parce que vous direz, ben voilà, cet accident est survenu pour tel motif, moi d'après mon cahier des charges je devais faire ça et ça en sort de mon cahier des charges, donc c'est pas effectivement à moi qu'il faut s'adresser pour ça. Cahier des charges aussi pour, et c'est une question qui vous a été posée hier, elle était troublante et non déroutante, pour refuser potentiellement un ordre de l'employeur si on le juge non adapté à la situation, voire même risqué. Alors, vous avez une base directement dans le Code des obligations sur les règles qui régissent le contrat de travail. Donc il y a déjà une base en droit privé, il y a une base en droit public qui dérive de la loi sur l'assurance accident, parce qu'il est fondamental dans un très grand nombre de cas, et je le rappelle, chaque année, il y a environ 200 personnes qui décèdent sur leur lieu de travail en Suisse. Nous sommes au XXIe siècle dans un pays industrialisé et vous avez encore un nombre beaucoup trop important d'accidents graves et même des décès sur le lieu de travail. Alors, il est fondamental de savoir, et c'est un droit comme un devoir, que vous devez, mais que vous pouvez refuser un ordre qui émane de votre supérieur hiérarchique, qui émane de votre employeur, et au terme duquel vous seriez censé violer une règle de sécurité claire dans l'exécution d'une tâche. Ceci est un droit, c'est un devoir. C'est aussi donc un devoir parce que, effectivement, vous êtes une personne sensée, raisonnable, informée, et vous pourrez non plus pas vous défendre en disant « mais j'ai reçu un ordre, je devais monter sur ce toit, je n'étais pas harnaché ». Non, c'est clairement insuffisant. Et sachez-le, effectivement, il y a cette base dans le droit privé qui fait que si, pour ce refus d'ordre, votre employeur voulait vous licencier, eh bien, vous êtes ensuite protégé, vous pouvez attaquer la décision de votre employeur de vous licencier, vous pouvez obtenir effectivement, alors pas une réintégration, c'est pas prévu dans notre droit, mais vous pouvez obtenir après procès la démonstration du caractère abusif du licenciement, puis une indemnité correspondante. Maître, avant de vous quitter, cette question sous forme de tension entre deux concepts que vous avez soulevée hier à Vevey, d'un côté, règles strictes, on vient d'en parler, et de l'autre côté, le concept d'autoresponsabilité. Oui, alors en fait, vous avez toujours un équilibre dans tout ce qui est édicté qui dérive de ce qui se passe dans la pratique. Dans la pratique, on se rend bien compte que si l'employé ne respecte déjà pas lui-même les règles de sécurité, on va de toute façon pas arriver. On n'arrivera pas. Vous avez beau édicter des corps de règles, vous avez beau édicter un ensemble de dispositions, de recommandations, mais tant que les professionnels ne sont pas acheteurs de la solution, tant qu'ils ne respectent pas avec un certain enthousiasme ces règles, de toute façon, vous loupez la cible. Le droit de la sécurité, c'est aussi la participation de tous les intervenants, puis les intervenants, c'est les travailleurs eux-mêmes. Alors, il y a toujours effectivement une notion que on doit bien se rendre compte que dans la pratique, il y a beaucoup d'écarts. Les règles sont des fois considérées comme trop strictes, donc le combat, il doit être gagné par justement cette adhésion de chacun dans sa propre autoresponsabilité, de se dire « Ok, là je prends le risque, mais je prends les mesures ensuite pour le diminuer et peut-être je ne le reprends pas une fois suivante ». Alors, on ne doit pas motiver effectivement que par la crainte, que par le négatif, on doit motiver aussi par l'autoresponsabilité des gens. Nous sommes tous des professionnels, nous sommes tous des adultes et on doit toujours
tenter finalement de se raisonner soi-même et de faire preuve soi-même déjà de ce bagage-là et de cette expérience et de ce refus du risque qui finalement est inapproprié. C'est pas que pour défendre autrui, c'est aussi pour se défendre soi-même, et cela avant tout sur la place de travail pour éviter des accidents qui, finalement, je l'ai vécu dans ma propre pratique. L'ouvrier qui tombe d'un échafaudage, qui fait une chute de 7 mètres, eh bien, il y a un avant puis il y a un après. Et sa vie, elle a basculé. Et ça arrive pour un moment qui dure que quelques secondes d'inattention. Ayons toujours ce réflexe de raisonner, de pousser la réflexion plus loin et de se renseigner et de réfléchir. Réfléchir avant au problème pour l'éviter le plus possible. Maître François Gélin, je vous remercie infiniment. Merci à vous. Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, un premier épisode ici consacré aux accidents du travail, chaîne des responsabilités et solutions santé-sécurité, pour lequel nous avons rencontré Maître François Gillard à son cabinet. Il est membre de l'Ordre des avocats vaudois et nous offrait, suite à son intervention du 18 mai au RKC de Vevey, un éclairage en forme de précipité concernant les implications et les responsabilités légales des uns et des autres, des unes et des autres, lors d'un accident du travail. Mais afin de prévenir ces accidents, quelles mesures de protection et dispositions nécessaires sont à mettre en place? De cela, on parle maintenant avec Mathieu Aubrist, le président d'Arthos. Oui, bonjour Mathieu Aubrist. Pourquoi est-ce qu'Arthos a désiré s'associer à FCMA, PETSI, Sonart, j'espère que j'ai oublié personne, pour monter ces 5 programmes autour de la santé au travail? Parce qu'on travaille régulièrement ensemble et que le sujet de la santé-sécurité, on l'a vu, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement dans nos métiers. On est moins sensibilisé ou peut-être moins sensible à ces questions-là. On a l'impression, et je pense que c'est vrai aussi, que le bon sens suffit. Mais on voit que dans les faits, face à un accident, le bon sens n'a peut-être pas suffi à ce moment-là. Et puis c'est bien de contextualiser aussi ce qui nous entoure au niveau légal. Et c'est important pour Arthos de sensibiliser les gens à la santé-sécurité au travail, parce qu'il y a malgré tout quand même toujours des accidents dans les milieux culturels. On n'y échappe pas. Mathieu, de passer une prise de risque, quelle notion avoir à l'esprit? Qu'on soit un jeune, disons, organisateur, ou bien au contraire un organisateur aguerri. Cette perception, elle n'est pas identique chez tout le monde. De chacun et vis-à-vis de l'autre aussi, elle est influencée par différents facteurs. Tu évoquais avant la notion de risque, si les conséquences étaient immédiates ou pas. J'ai développé j'ai pris l'exemple de la cigarette. Il y a un véritable risque qui est reconnu, mais pourtant on continue de fumer. Les conséquences de fumer sont les mêmes que de tomber de 20 mètres de hauteur, c'est-à-dire la mort. La plupart des gens vont percevoir ce risque-là de manière différente. Ouais, il s'agit d'objectiver le danger, comme tu le disais, à Vevey. Quelle grille de lecture on a justement pour objectiver ce danger? L'objectiver, c'est important justement de formaliser, puis de sortir du contexte de perception et de rentrer dans des choses un peu plus quantitatives par rapport au danger. Est-ce que ce risque-là me conduit à la mort, et puis ne fait rien à la mort, du coup on gradue ça, et puis est-ce que ce danger-là me conduit à un risque d'accident fréquent ou ça arrive que très rarement. Par exemple, faire un accident de rover sur Mars, il y a un risque en opposition à je traverse la route et je reste de me faire écraser par une voiture. C'est juste de trouver d'une échelle qui permet justement de quantifier le danger. Tu parlais de mesures de substitution. Qu'est-ce que c'est? La SUVA décrit 4 types de mesures différentes qu'on peut prendre vis-à-vis d'un même risque pour atténuer le risque.
On a justement ces quatre éléments. C'est la substitution pour commencer, des éléments techniques, des éléments organisationnels ou des éléments personnels. Et en fait, substituer le danger, c'est en fait remplacer un élément qui nous met en danger par un élément qui ne met pas en danger. Pendant mon exposé, j'ai pris l'exemple d'un grill technique où, avec un technicien qui peut monter, changer une ampoule sur le grill technique, prendrait une table, puis une chaise, et puis montrait sur cette espèce de château de cartes, qui est la table et la chaise, pour changer une ampoule. Et puis la substitution de cette espèce de truc, c'est d'utiliser une échelle. Je substitue un objet qui me met en danger par un autre objet où je serais moins en danger, par exemple. Et puis pour la mesure organisationnelle, pour toujours changer cette ampoule, en fait, je m'arrange pour ne devoir jamais changer d'ampoule. C'est à peu près improbable, mais ce serait une mesure organisationnelle, c'est de se dire, voilà, cette ampoule, on ne la changera jamais. Parce que j'ai utilisé une technologie LED qui me permet de jamais la changer, puis de ne pas devoir mettre un technicien en danger pour qu'il ait changé. Puis une mesure personnelle, pour changer cette ampoule, ça serait que de dire au technicien, par exemple, de s'équiper d'un harnais, et puis qui monte avec une ligne de vie sur ce grill pour aller changer cette ampoule. Il y a vraiment une liste de contrôle pour tout, une liste de contrôle pour le bruit, une liste de contrôle parce qu'on emploie des entreprises externes dans l'entreprise, le groupe de musique qui vient, il y a une liste de contrôle pour ça. C'est comme un iPhone, il y a une application pour tout. Mathieu, durant cette présentation, tu as parlé de la hiérarchie du droit. On peut rappeler règles de la technique, ordonnances, lois, constitution, des articles en particulier que tu as pu évoquer. On ne va pas les remettre là, mais je pense que ces ressources sont disponibles sur le site d'Artus. Mais tu as insisté sur un point qui était troublant. Concernant ces articles, tu rappelais que ces textes ont été écrits pour des contextes industriels, mais pas du tout adaptés à nos métiers. Absolument, oui. Bien sûr. Mais il n'y a pas que dans un contexte santé-sécurité qu'on se retrouve un peu bloqué par rapport à ça, par rapport à nos métiers. Il y a les horaires de travail, vous ne savez pas, le travail du dimanche, c'est compliqué. Donc il n'y a pas vraiment que dans la santé-sécurité où les lois ne sont pas adaptées à nos métiers. Les lois sur l'assurance chômage ne sont pas adaptées à nos métiers. Enfin, je peux continuer de développer comme ça, mais c'est vrai qu'on est finalement à l'échelle de l'entier des employés et des employeurs, le domaine de la culture et de l'événementiel, même s'il représente quelque chose au niveau du PIB, est quand même somme toute assez, je ne vais pas dire ridicule, mais petit marché, petite structure comparée à une entreprise, par exemple, j'entendais encore hier Lonza qui a 4000 employés à Sierre pour développer un vaccin. C'est vrai que 4000, une seule entreprise sur un seul site qui a 4000 employés, nous, dans la culture, on est un peu petit par rapport à ça. Puis, je comprends bien que les lois ne sont pas toujours adaptées à nos contextes professionnels. Après, il ne faut pas oublier aussi que les gens qui sont en face de nous, ce n'est pas forcément des textes de loi, mais c'est justement des personnes qui prennent en considération le contexte dans lequel on évolue. On a entendu Maître Gillard parler aussi énormément du contexte dans lequel les accidents survenaient, puis que les juges et procureurs s'inspiraient justement des contextes professionnels où les accidents arrivaient. Oui, absolument, mais je peux me souvenir de toi disant on n'est pas considéré par les ambulances, par exemple, ou même les policiers, comme des gens qui travaillent, mais comme des gens qui s'amusent. C'est un peu ce que j'ai ressenti sur certains accidents du travail que j'ai pas vécu, mais auxquels j'ai pu assister. Effectivement, dans certains contextes bien précis de festivals où des accidents du travail surviennent, là, bien souvent, les ambulances arrivent systématiquement avec les policiers, parce que là, on est dans un contexte qui est sans doute assez clair, j'ai l'impression, mais c'est vrai que dès le moment où l'accident survient à l'intérieur d'un théâtre, la police, elle n'est pas toujours appelée comme si c'était un accident du travail. Enfin, c'est peut-être une conclusion que je fais de dire que, peut-être un peu hâtive, en disant, les gens n'ont pas l'impression que les gens qui ont un accident sur un plateau, c'est un accident de travail. Je ne sais pas. Je te quitte sur une question peut-être plus lourde sur les outils mis en place par la SUVA que tu recommandais d'utiliser. Quels sont ces outils ? Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Ces outils de la SUVA, c'est notamment les listes de contrôle. Une liste de contrôle, elle est sur un sujet bien particulier. Il y en a, je crois, 180 de ces listes de contrôle. Et on arrive à trouver à peu près dans ces listes de contrôle toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver, même dans un contexte de festival, même dans un contexte de salle de concert. Il y a aussi les règles vitales que j'ai pas abordées. Mais ces règles vitales, elles sont pas adaptées à nos métiers. À Artos, on a le projet justement de s'intéresser à ces choses-là pour pouvoir créer nos règles vitales aussi, en lien avec la SUVA. Maintenant, ces listes de contrôle, comme je le disais, elles expriment, en tout cas, elles contrôlent des éléments bien précis. Par exemple, Maître JR parlait des échafaudages, il y a une liste de contrôle échafaudage qui existe. Et puis dans cette liste de contrôle, on va trouver c'est une checklist en fait, et puis tous les points à vérifier pour travailler en sécurité sur un échafaudage ou pour monter un échafaudage, par exemple. Mais on a aussi le contexte, une liste de contrôle sur les services dans les restaurants. Cette liste de contrôle, par exemple, sur le service dans les restaurants, on peut tout à fait la prendre et l'extrapoler pour un service au bar dans une salle de concert. Donc c'est ça, ces outils en fait de la SUVA. Maître François Gillard et Mathieu Aubrist étaient les invités de ce premier épisode de la santé au travail en milieu culturel, un podcast produit par FCMA, Artos, Pedzi et Sonart dans le cadre du cycle de conférences Santé au travail inauguré le 18 mai dernier au RKC de Vevey. La réalisation est signée Chahut Média et la musique Nick von Frankenberg. Prochaine étape du programme Santé au travail, ce sera le 16 juin prochain de 18h à 21h à la Casa Choc de Neuchâtel en compagnie de Sandra Corolle, thérapeute, autrice et formatrice. Il sera question d'ergonomie intérieure ou comment le calme peut devenir un super pouvoir. Présentation qui donnera lieu au deuxième volet de notre collection de podcasts. Plus d'informations sur le programme Santé au travail sur les sites internet de FCMA, Artos, Pedzi et Sonart. Ce podcast, quant à lui, se découvre également sur l'ensemble des plateformes de podcasts, iTunes, Spotify, Deezer et bien d'autres. On vous dit à bientôt, mi-juin, pour le deuxième épisode de ce programme.